Alors bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Simard pour compléter le récit utilisateur numéro 2 en mode TDD, donc mode piloté par les tests. Un petit rappel concernant ce récit utilisateur-là, l'objectif c'est de permettre à un utilisateur anonyme de pouvoir créer un nouveau commentaire dans le système pour partager son opinion. Et ce commentaire-là est composé d'un champ texte. Si on se souvient bien, on avait déjà réalisé un récit utilisateur, le numéro 1, concernant l'accès à ces commentaires-là. Donc, procédons avec le récit numéro 2 dès maintenant. Pourquoi pas partir de code déjà existant? On avait déjà 3 tests fonctionnels. On veut créer un nouveau test et vérifier, par exemple, si le code de statut retourné par le serveur est égal à un 201. Et on aimerait vérifier aussi que le commentaire qui vient d'être créé nous est retourné convenablement avec le champ de texte complété. Le nom de notre nouveau test, ça va être test post should return et new comment. On devrait recevoir un nouveau commentaire incluant le champ de texte et éventuellement incluant un identifiant. Créer un fragment JSON qui va contenir le texte, donc c'est voici mon nouveau commentaire. Et là, ce qu'on veut faire cette fois-ci avec la méthode JSON, c'est de pouvoir faire un post. Donc on veut envoyer de nouvelles données dans le but de créer une nouvelle ressource. Donc le premier paramètre sera post. Et on veut envoyer ça pas à une page, mais justement à la ressource comments. Et ce qui est important aussi de réaliser, c'est qu'on veut envoyer des données. En troisième argument, je vais tout simplement récupérer mon fragment de code et l'envoyer de nouveau à mon serveur. Et c'est ce fragment de code-là que je vais vérifier par la suite. Donc avec mon response flèche assert JSON fragment, je vais vérifier que un nouveau commentaire avec le texte « Voici mon nouveau commentaire » a bel et bien été créé et m'a été retourné. Donc avec ça, je crois qu'on a un test de base qui est quand même assez parlant et on va donc l'exécuter. Donc en ligne de commande, et vous vous souvenez, on avait l'habitude d'appeler la méthode phpunit qui est dans le dossier vendor. /phpunit, /phpunit, /phpunit. C'est tout de même long à écrire. Une fois qu'on l'a écrit, c'est quand même pas si pire, mais la première fois, il y a une optimisation possible. Donc, on pourrait utiliser, entre autres, la commande alias et taper, par exemple, pu pour phpunit égale, et on va spécifier ici, entre guillemets, le chemin vers notre utilitaire phpunit. Avec ça, normalement, je suis en mesure d'appeler pu pour phpunit et en spécifiant mon filtre. Et mon filtre, encore une fois, c'est sur le nouveau test que je viens de créer. On peut voir qu'on a un échec, c'est une bonne nouvelle. Puis c'est toujours intéressant de voir c'est quoi le message d'erreur qui nous est retourné. Donc, on remonte dans cette longue stack trace-là. Donc, on peut voir que il nous parle d'une route. On n'a pas créé notre route. Une des premières étapes sera de créer une route. Donc, on va aller dans le fichier /route/API. Et ici, on peut appeler route, .. La méthode qui est utilisée dans le cas, c'est post. La ressource, c'est /comments. Et le chemin vers le contrôleur. Finalement, le chemin vers notre action de contrôleur. Donc, route, .. post, entre parenthèses, /comments, virgule, espace, entre guillemets simple, comment controller, à commercial store. Et si on va faire un petit tour dans notre contrôleur, on va voir que la méthode store, c'est bien celle qui est appelée ici. Normalement, on pourrait rouler les tests de nouveau et éventuellement obtenir un autre message d'erreur. Mais si on veut continuer puis réaliser notre test, je sais un peu plus qu'est-ce qu'il faut faire. La route semble avoir fonctionné, mais le JSON retourné, il n'y en a pas. Notre action n'a pas retourné de données. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Dans le contrôleur, ce que je veux faire, c'est pouvoir récupérer les paramètres qui ont été envoyés par le client, récupérer ces informations-là et pouvoir les enregistrer dans la base de données et finalement retourner des données JSON à mon client. C'est que je vais me créer une variable comment text qui
qui va contenir le texte qui a été envoyé par mon client. Et je peux récupérer ces données-là grâce à request. Donc l'objet request va contenir un champ nommé text, T-E-X-T. La méthode input me permet de récupérer des données d'un formulaire, si on veut, des données entrées par l'utilisateur. Avec cette instruction-là, je suis capable de récupérer le texte. Puis par la suite, je vais me créer un nouveau modèle. Comment est égal à new comment. Et là, je peux définir la propriété texte de mon nouveau modèle comment en spécifiant comment text. Et la dernière étape consiste à sauvegarder mes données. Donc avec la méthode de save. Et grâce à ça, normalement, ça sauvegarde dans la base de données. Et finalement, je pourrais faire un return de $comment. Le nouveau modèle va être sérialisé, transformé en JSON. Et normalement, avec ça, on devrait avoir quelque chose de sympathique. On roule les tests. Et voilà, on a du vert, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que notre test fonctionne. Ça veut dire que justement, les données ont été enregistrées dans la base de données et retournées à mon test. Bon, ce qu'on peut faire maintenant, c'est créer un nouveau test. On pourrait faire la cert exactement dans la même méthode de test. Ce qu'on veut vérifier maintenant, c'est que ça nous retourne bien un code de statut 201. On aurait pu le faire dans la même, mais c'est tout de même une bonne pratique de séparer. Comme ça, quand il y a un test qui va échouer, on va savoir directement que c'est à cause de mauvais code de statut qui m'est retourné. Donc, je vais récupérer sensiblement la même structure de code, mais cette fois-ci, je vais faire un assert status. Et ici, je pourrais dupliquer la ligne expected status code. Et on s'attend à avoir le code 201. Et donc, ici, je m'attends à avoir un code de statut 201. Donc déjà, avec notre nouveau test, on relance le tout. Ah, il y a une petite erreur. Ah, ben oui, j'ai pas renommé mon test. Donc, je vais faire maintenant. Test post should return a 201, donc 201. Et voilà, j'ai deux tests fonctionnels. Donc, ma ressource est créée. Et le code de statut ainsi que les informations pertinentes me sont retournées. Donc la prochaine étape, ajouter un peu de robustesse et vérifier la robustesse de mon API. Parce que actuellement, si j'envoie par exemple un champ de texte vide, on va le faire, should return par exemple 422. When text field empty. Donc, c'est ce qu'on va tester. Maintenant, ça devrait nous retourner un 422 lorsque mon champ de texte est vide. On va relancer ce code de test-là. Et voilà, on a un échec. Et ce qu'on peut voir maintenant, c'est que on s'attendait à avoir un 422 parce que normalement, on ne veut pas pouvoir envoyer des commentaires vides, mais on a reçu un code 500. Ça veut dire que mon serveur a mal géré les informations que je lui ai envoyées, donc une chaîne vide. Une façon de voir et d'obtenir plus d'informations par rapport à ce code-là, c'est encore une fois d'aller dans le log. Je vais faire un command P ou un contrôle P pour aller obtenir le fichier laravel.log. Donc je vais chercher dans tous mes fichiers et en bas complètement, je devrais peut-être avoir de l'information supplémentaire sur le 500. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, mais ça parle de l'intégrité au niveau de ma base de données. Et ça me dit que le texte ne peut pas être nul. Il faut absolument fournir de l'information à notre action concernant le champ texte. Et une façon de faire, justement, c'est avec les requests. Si on se souvient bien, les requests nous permettent de filtrer, de valider les données provenant de l'utilisateur. Ce que je vais faire maintenant, c'est créer une nouvelle request avec PHP, ARTISAN, make request. Et le nom de la request, je vais suivre la nomenclature. Ça va ressembler à comment post request. Avec ça, je devrais être en mesure d'avoir un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier-là va me permettre de créer des règles de validation concernant les commentaires. Donc, je l'ouvre à l'instant. Dans la méthode authorize, on veut autoriser justement les utilisateurs à pouvoir accéder à cette méthode-là. Donc, on commence par true.
Et dans le return de la fonction rules, on va pouvoir spécifier les règles de validation importantes pour nous. Pour le champ texte, un champ required. Et on veut aussi spécifier string, parce qu'on veut des commentaires en chaîne de caractères. Et on pourrait spécifier max pour définir la longueur max d'un commentaire. Ça ressemble à ça, cette chaîne de validation-là, required pipe, ou la petite barre verticale, string pipe max 2.100. Il va falloir importer cette nouvelle classe-là à l'intérieur de notre contrôleur. Donc on remonte ici, on va faire un use app / request http request / comment post request. On va pouvoir utiliser cette classe-là directement dans notre signature, ici au niveau du store. Donc on est en train de créer l'action store qui nous permet de créer une nouvelle ressource et plutôt que d'utiliser une simple request générale, on va en spécifier une qui est un petit peu plus précise qui comporte nos règles de validation. Et normalement, si les règles sont invalides, on n'entrera même pas à la ligne 29 ici et on ne retournera pas un nouveau commentaire, mais on va plutôt retourner un code à l'utilisateur indiquant les informations pertinentes. Je relance. Et voilà, notre test est maintenant fonctionnel. Je sais maintenant que un code 422 m'a bien été retourné et que la ressource n'a pas été créée avec un champ de texte vide. Donc la prochaine étape, c'est de créer un nouveau test qui nous permettra de vérifier que le message retourné par le serveur est bien celui nous indiquant que c'est impossible d'avoir un champ de texte vide. Donc encore une fois, je vais utiliser le copier-coller pour partir de mon ancien test et on va le renommer. Donc post should return a error message when text field empty. Donc, je vais renommer un petit peu le code fragment qu'on va vouloir envoyer ici avec la méthode post. C'est un texte vide. On pourrait spécifier aussi avec un champ de texte vide. Le expected code fragment, ça va être un message d'erreur pertinent. Et là, on ne sait pas trop exactement c'est quoi le message d'erreur qui va nous être retourné par Laravel. Je vais tout simplement mettre message d'erreur et lorsqu'on exécutera le test, on pourra avoir plus d'informations sur ce qui nous a été retourné par le serveur. Assert JSON fragment, donc ici, et on s'attend à avoir le expected code fragment. Donc avec ça, ça me permet de créer un nouveau test qui devrait me retourner un message d'erreur lorsque le champ de texte du commentaire est vide. Donc on va relancer encore une fois en spécifiant vendor /php unit /php unit /php unit et en spécifiant text field empty dans le filtre. Et voilà, j'ai un code en échec. Et si on analyse l'information de façon un petit peu plus précise, ça me dit que le assert JSON fragment must be of type array. Bon, ça veut dire que idéalement, je devrais ajouter des crochets ici pour me dire que c'est un tableau que je vais passer. Donc je relance mes tests. Puis on peut voir qu'il y a deux tests qui sont exécutés dans ce cas-ci, parce que mon filtre n'est pas assez précis, donc je pourrais le spécifier un petit peu plus par la suite. Et là, voici l'erreur attendue, le message pertinent. On peut voir qu'il y a un tableau d'erreur et concernant le champ de texte, ça nous dit « The text field is required » avec un point. C'est ce qui nous intéresse, c'est le message qu'on voudrait vérifier, s'assurer justement que le serveur nous retourne « The text field is required ». Donc je vais sauvegarder le tout, je vais faire un copier-coller du nom de mon test, je vais relancer ce même test-là et on peut voir que maintenant j'ai un code de succès. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que la validation se fait bien et que les ressources n'ont pas été créées au niveau du serveur en créant une classe de type formRequest, en modifiant la valeur de retour de la méthode authorize pour dire oui, j'autorise les utilisateurs à accéder à cette formRequest-là. J'ai implémenté la méthode rules en retournant justement un tableau associatif, en spécifiant le nom du champ sur lequel j'aimerais appliquer des règles de validation et suivant ici les différentes règles, donc required, string, max, 100. Donc on peut voir qu'on pourrait tester d'autres valeurs, un numéro, un nombre, et si on tente de dépasser la limite de 100 caractères et de pouvoir déterminer est-ce que le serveur me retourne des messages pertinents. Et au niveau du contrôleur, si on se souvient bien, j'ai importé cette post request-là
avec le mot-clé use app/http/requests/comment-post-request et j'ai utilisé justement ici, j'ai remplacé la request de base par un comment post request et je pourrais aussi mettre à jour mes commentaires. Ici, on peut voir que les paramètres qui sont envoyés, c'est un request. Donc, je pourrais ici modifier le comment post request. Et donc, lorsque les données ne sont pas valides, automatiquement, le quadriciel s'occupe de retourner un code pertinent, le 422, ainsi qu'un message d'erreur pertinent. Donc, j'espère que ça vous aide à développer du code en mode TDD et s'assurer que ce code-là va bien être robuste et qu'on va pouvoir éventuellement l'envoyer sur le web dans le cadre d'un mode production. Merci et à bientôt.